Salut et bienvenue au podcast Ravivez le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Ravivez le désir sexuel. Aujourd'hui, on va parler de money money, bling bling. On va parler de l'argent et votre relation en fait à l'argent que vous avez et les conflits que ça peut apporter dans votre relation et pourquoi c'est un sujet qui amène autant de difficultés dans une relation. Je vais aussi faire la mention, je viens de passer au podcast Sexe Oral avec Joanie et Lisandre. Vous pouvez aller le voir présentement sur leur chaîne à eux autres, soit sur YouTube ou les différentes applications pour le podcast. Nous allons parler des anxiétés masculines. En lien avec la sexualité. On a parlé de plein de différentes choses par rapport à comment l'excitation sexuelle fonctionne et comment la psychologie, nos émotions, nos difficultés, nos insécurités va influencer la sexualité masculine, mais aussi on a abordé les femmes aussi par la bande. Donc, n'hésitez pas d'aller voir ce podcast-là. Super intéressant. Ça a été, encore une fois, une expérience super intéressante. Il y a aussi le podcast sur le désir sexuel que j'ai fait, qui est sorti au mois de fin août, début septembre, que vous pouvez aussi aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc, commençons avec l'argent. Pourquoi l'argent, ça vient tant nous chercher? Pourquoi c'est tellement un sujet qui vient créer des problèmes dans une relation? La première chose, en fait, qu'il faut prendre en considération, c'est que l'argent, on a une relation avec ça. On a un vécu, on a un historique, et selon ce vécu-là, ça va faire en sorte qu'on va avoir différentes réactions. Donc, comment, nos parents géraient leur argent, comment qu'ils en parlaient devant les enfants, comment eux, ils se sont peut-être chicanés par rapport à ça. Le fait qu'on vient d'une famille nantie versus une famille qui avait moins de moyens fait en sorte qu'on va développer toutes sortes de différentes relations et rapports finalement avec économiser, dépenser de l'argent, des grosses sommes, des petites sommes, vouloir économiser pour notre retraite par exemple ou pour un projet quelconque. Donc tout ça va venir jouer dans nos émotions parce que l'argent crée du stress et de l'anxiété pour bien des gens, soit dans la dépense ou dans l'économie. Donc, est-ce que je veux dépenser mon argent parce que je veux vivre ma vie, je veux me donner accès à des services, à des biens matériels qui rendent ma vie plus agréable, plus simple, ou au contraire, je veux m'assurer d'avoir assez d'argent pour pouvoir ne pas me retrouver dans la rue ou de vivre une vie relativement confortable jusqu'à la fin de ma retraite, jusqu'à ma mort. Donc, tout ça vient jouer dans nos émotions et donc, nécessairement, quand quelque chose nous atteint émotionnellement, eh bien, on peut être plus réactif quand on se retrouve avec un partenaire qui a peut-être des enjeux ou une relation différente avec l'argent. Donc, généralement, quand on est complice avec la gestion de l'argent, ça peut susciter moins de problèmes parce qu'on est d'accord finalement avec qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait des grosses, des petites dépenses quotidiennes qui s'accumulent avec le temps? Combien d'argent qu'on veut mettre de côté? Est-ce qu'on met de l'argent sur des rénovations? Est-ce qu'on met de l'argent sur un voyage? Est-ce qu'on met de l'argent sur acheter une maison? Ou est-ce qu'on dépense plein d'affaires, mais on n'est jamais capable finalement d'accumuler, économiser de l'argent pour faire un de ces projets-là, mais que l'autre le fait? Et donc, ça peut créer beaucoup de tensions au niveau, en fait, des discussions sur la relation. C'est d'ailleurs, en fait, un des sujets qui mène souvent à des séparations, mais c'est souvent aussi un sujet qui est souvent évité. Et on a aussi culturellement des relations différentes où ce que, par exemple, mes clients qui sont plus québécois de souche, qui viennent de la culture typiquement plus québécoise, de plus en plus les gens, en fait, surtout les nouvelles générations, ne vont pas en fait mélanger leur argent ensemble. Les gens vont vouloir garder une certaine dépendance financière parce que chacun va avoir leur propre compte et vont dépenser l'argent selon leurs besoins et les dépenses communes, ils sont soit faites ensemble ou sont calculées à la fin du mois ou après quelques temps pour rebalancer la différence qui a été dépensée ou des fois on fait juste séparer approximativement, en fait, les dépenses, que ce soit l'hypothèque, le paiement sur l'auto, l'épicerie, etc. Puis ça nous donne une impression d'égalité ou de ce qu'on cherche généralement
pour que ça soit juste, ou quand il y a une différence de salaire, donc ça on va en parler un peu plus tantôt, quand il y a une différence de salaire, des fois les gens vont payer les choses de façon proportionnelle ou pas. En fait, il y a des gens qui vont payer les choses 50-50, même s'il y a une personne qui fait un salaire considérablement plus élevé que d'autres. Tandis que dans d'autres cultures, par exemple, comme aux États-Unis, c'est assez fréquent que les gens vont rapidement, en fait, joindre leur argent dans un compte commun et vont peut-être avoir des comptes de dépenses personnelles chaque, mais c'est pas là que la majorité de l'argent va. Elle va dans le compte familial ou de couple et puis chacun a un petit budget peut-être plus personnel. Puis il y a des gens que tout est mélangé ensemble et les dépenses personnelles et de familiales ou de couple, ils sont faits de façon régulière, ce qui peut aussi amener des conflits parce qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur quoi qu'on dépense l'argent. Et donc, comme on a une relation émotive avec l'argent et que quand on vit des différences qui s'éloignent de ce que nous on veut, eh bien, ça peut venir susciter différentes insécurités. Donc, insécurité de ne pas avoir assez d'argent, ou l'inverse, de ne pas pouvoir en fait dépenser son argent et avoir finalement l'impression que l'argent, elle fait juste s'accumuler, être économisé, mais qu'on n'a pas finalement une liberté de pouvoir l'utiliser. Évidemment, nos moyens aussi financiers vont déterminer en partie aussi la relation qu'on va avoir. Donc, si on a beaucoup d'argent, on a un bon salaire, ça va faire en sorte que on va peut-être se sentir plus à l'aise de dépenser ou d'économiser parce qu'il y a une ressource plus importante où est-ce qu'on peut la distribuer. Plus la ressource, elle est moins importante, mais plus c'est difficile effectivement de répondre à tous ces besoins-là d'économie et de dépenses, de liberté et de sécurité avec l'argent qu'on peut avoir. Et donc la négociation par rapport à ça entre deux partenaires peut être particulièrement difficile au point où les gens parfois en parlent même pas du tout. Il y a des gens parfois qui se marient ou qui deviennent conjoints de fait ou qui sont dans une relation de longue durée et ils sont aucunement au courant non plus en fait du salaire de leur partenaire, de leurs économies ou de leurs dettes. Et donc parfois les gens, après plusieurs années de vie commune, réalisent qu'un des partenaires a une dette quand même assez significative et que cette personne-là se retrouve dans des difficultés même financières. Puis comme il n'avait jamais parlé de ça, il ne savait pas exactement dans quoi il s'embarquait. Et donc là, ça a potentiellement une influence sur l'autre partenaire qui n'a pas osé non plus ouvrir le sujet ou qui s'est fait cacher aussi de l'information. Puis parfois, effectivement, ce sont des choses qu'on peut vivre comme une forme de trahison où ce que l'autre prétend avoir un mode de vie tout à fait équilibré dans leurs finances et leur budget et que ce n'est pas le cas du tout. Et là, on se retrouve dans une situation problématique où ce que peut-être un est plus capable de payer le loyer, l'hypothèque, la maison ou toutes sortes de dépenses imprévues qu'on peut avoir et l'autre se retrouve à devoir peut-être compenser parce que ce sont des dépenses communes. Donc, c'est très important, même si vous n'avez pas des comptes conjoints, de parler en fait des finances pour bien comprendre avec qui finalement qu'on se retrouve et quels sont les risques aussi quand on embarque dans des projets communs, parce que ça peut influencer négativement parfois ou à votre détriment des choix que vous allez faire éventuellement plus tard. Donc, bien comprendre la relation qu'on a avec l'argent, au niveau de vouloir l'économiser, le risque qu'on est prêt à prendre aussi dans des investissements. Donc, il y a des gens qui peuvent placer des dizaines, des centaines de milliers de dollars dans des placements risqués et tout perdre cet argent-là qui a été accumulé. Parfois même, cet argent-là, elle est commune et un partenaire décide seul de gérer l'argent et de prendre ces risques-là. Il y en a qui se sentent à l'aise aussi, en fait, que comme eux ne sont pas à l'aise avec l'argent, la dépense, les risques, l'économie, la dette, vont laisser ça entre les mains, en fait, de leur partenaire qui se sent beaucoup plus confiant, gère le portefeuille familial ou de couple pour le faire grandir, etc. et ne se mêle pas trop de ça. Mais ça, il faut bien comprendre, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que vraiment l'autre a notre intérêt en tête ou est-ce que ça convient vraiment avec notre niveau de risque, même si j'évite en fait de connaître c'est quoi le risque, peut-être l'autre prend des risques que moi je ne serais pas nécessairement prêt à prendre en bout de ligne. Donc, mon rapport à l'économie, mon rapport au risque dans les investissements, mon rapport à la dette qu'on peut aussi accumuler, le niveau de confort, de sécurité qu'on veut aussi avoir et le niveau de
de liberté, en fait, qu'on veut avoir à acheter aussi quelque chose. Et potentiellement aussi par rapport à la liberté de est-ce que je veux avoir besoin de demander, entre guillemets, la permission ou du moins avoir une discussion par rapport aux choses que je vais aborder, que je veux acheter. Donc, si je veux acheter peut-être quelque chose qui est relativement dispendieux, quand on a un compte conjoint, il va peut-être falloir discuter de on a-tu l'argent, on peut-tu mettre l'argent là-dessus, etc. Versus que si j'avais mon propre compte, je n'ai pas besoin d'avoir cette discussion-là. Donc, il y a des gens qui vont préférer ne pas avoir cette discussion-là. Éviter en fait ce genre de contraintes-là, avoir cette liberté-là, mais limite peut-être aussi le potentiel de mettre les finances ensemble pour avoir peut-être une vision plus globale et, je vais appeler ça communautaire peut-être, des finances qui peut amener aussi leurs propres bénéfices en bout de ligne. Donc, posez-vous la question, c'est quoi votre relation finalement avec l'argent? Comment vous réagissez quand votre partenaire dépense de l'argent, même que ce soit la vôtre ou la vôtre ensemble ou juste leur argent tout court? Est-ce que vous avez déjà été empêché de faire des projets parce que l'autre économisait pas assez? Est-ce que vous êtes peut-être l'auteur des freins face à des projets de couple importants parce que vous avez de la difficulté à maintenir un budget? Est-ce que vous passez des commentaires, en fait, à votre partenaire sur la manière qu'il soit économise trop, ne dépense pas assez? Est-ce que vous donnez, vous, la permission de dépenser ou vous avez trop peur puis vous avez l'impression que vous allez en manquer constamment? Comment est-ce que votre partenaire réagit aussi par rapport à vous, comment eux, en fait, voient vos dépenses, comment les commentaires qu'ils vont passer, est-ce qu'ils sont désobligeants, dénigrants, dévalorisants, ou au contraire, vous vous supportez là-dedans, vous avez des conversations ouvertes, peut-être des différences, peut-être certaines insécurités ou difficultés parfois à arrimer peut-être vos besoins, mais vous entendez relativement bien, donc est-ce qu'on se chicane beaucoup ou peu, ou pas du tout? Si on ne chicane pas du tout, c'est-tu parce qu'on évite en fait carrément les discussions parce qu'on sait que ça va mener à des conflits ou ça l'a déjà mené à des conflits auparavant et donc pour arrêter les conflits, on n'en parle plus du tout maintenant. Puis il y a aussi toute la relation quand on a un compte conjoint et que surtout quand il y a un partenaire qui fait peut-être plus d'argent que l'autre partenaire. Le sentiment en arrière de ça est quand même assez important aussi à explorer. Donc, si un des partenaires fait moins d'argent, il y a souvent un sentiment de culpabilité d'utiliser l'argent parce que cette personne-là considère que ce n'est pas vraiment tout à fait son argent parce que l'autre en contribue davantage et donc ne se sent pas tout à fait légitime de dépenser, ne se sent pas tout à fait libre en fait de le faire, même si l'autre ne passe pas nécessairement de commentaires par rapport à ça. Parfois, l'autre aussi va avoir cette impression-là que tu dépenses mon argent, donc j'ai un droit de veto aussi sur comment les choses vont être dépensées, mais toi, tu n'as pas un droit de veto ou l'autre personne ne va pas sentir qu'elle a un droit de veto parce que ce n'est pas vraiment son argent c'est pas son argent à elle ou à lui, en fait. Donc, se sent mal, en fait, de dire, ben moi, je ne veux pas dépenser parce que en réalité, c'est vraiment ton argent qu'on fait de plus. Et c'est ici qu'il faut considérer quand on met notre argent ensemble, puis qu'effectivement, on a peut-être des comptes séparés là, de dépenses personnelles, mais que la majorité de l'argent est dépensé ensemble. Il faut regarder, mais c'est quoi ma relation en fait de partager mon argent ou mon salaire en fait, et ma relation aussi à dépenser de l'argent que je n'ai pas nécessairement reçu de mon emploi. Et donc, une façon de voir ça autrement. Puis ça, c'est peut-être une vision qui peut être difficile à atteindre, mais qui va minimiser en réalité les potentiels conflits ou ce sentiment-là d'être non légitime ou un droit de veto ou l'impression que l'autre dépense davantage notre argent, même si on a décidé de la mettre commune. C'est de voir que ça se peut effectivement que l'autre fasse moins d'argent, mais contribue autant au couple et au travail que vous, mais qui n'ont juste pas le même salaire. Donc, il y a des gens qui vont avoir des salaires de 100, 120 000, 150 000, 200 000 dollars pour travailler 40 heures semaine. L'autre va faire
le même temps de travail, va contribuer peut-être à la famille davantage, mais travaille moins, va plus s'occuper par exemple des enfants, va faire les rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste et va manquer du travail pour ça parce qu'ils ont peut-être une flexibilité d'horaire. Mais pour toutes sortes de raisons, son emploi valorise moins peut-être le salaire qu'on va donner et fait seulement par exemple 50 ou 70 000 par année. Il peut avoir un gap de 30 000, 100 000 entre les deux partenaires. Et donc, comment qu'on gère émotionnellement quand l'autre fait 150 000, nous, on fait 70 000 et il y a une différence quasiment du double du salaire? Comment est-ce que je peux me sentir légitime d'aller chercher cet argent-là? Comment est-ce que je peux trouver l'autre légitime de venir chercher cet argent-là? Mais c'est peut-être de voir dans l'ensemble, en fait, de notre relation, est-ce que tout le monde contribue de façon relativement équivalente, mais que nos salaires sont juste différents, mais que notre travail en arrière de ça reste de façon assez similaire. Peut-être que quelqu'un est retourné aux études, ne fait moins d'argent à ce moment-là, mais contribue de d'autres façons ou que ces études-là vont mener à un plus gros salaire plus tard que je vais aussi pouvoir bénéficier. Donc, quand on met notre argent ensemble et qu'on ne veut pas tomber dans ces pièges-là de légitimité et non-légitimité ou droit de veto, c'est pour vraiment voir l'argent appartient aux deux en réalité. Et que ce n'est pas mon argent qu'on dépense, ce n'est pas l'argent de l'autre que je dépense, mais c'est notre argent et c'est légitime que je puisse la dépenser et que l'autre puisse la dépenser parce qu'on a une contribution équitable par rapport à ça. Évidemment, ici, il faut venir définir qu'est-ce qu'on entend par équitable. Ça se peut qu'une personne travaille 60 heures semaine, l'autre en travaille 25-30, mais les heures que l'autre passe au travail, est-ce que l'autre personne va compenser d'une autre façon? Faire l'épicerie, par exemple, garder les enfants, que pendant que l'autre travaille, ben, l'autre se retrouve à la maison pour faire d'autres tâches, par exemple. Mais là, quand on sent qu'il y a une différence où quelqu'un fait beaucoup plus d'heures de travail, contribue autant à la maison, mais que l'autre fait moins de choses, ou est peut-être, je ne sais pas moi, sur le chômage ou quoi que ce soit, a plus de temps libre pour faire leurs propres activités, ne contribue pas nécessairement à la relation, là, ça peut être peut-être plus difficile d'aller ressentir ce sentiment-là d'équitabilité pour chacun et de justice. Puis on peut le ressentir dans ces moments-là, mais peut-être que le défi va être plus difficile si on voit que l'autre ne contribue pas autant au projet familial ou de couple à ce niveau-là et qu'on sent que nous, finalement, notre argent est dépensé par quelqu'un qui ne met peut-être pas autant d'efforts dans l'ensemble, en fait, de la relation. Ce qui peut être aussi difficile, c'est quand la personne qui fait plus d'argent a tendance à être moins dépensière et peut-être plus vouloir économiser et que l'autre qui fait moins d'argent a une tendance plus dépensière et a l'impression finalement que ben, toi tu gruges dans le budget de couple et familial, moi ça me laisse moins finalement d'argent que moi je peux dépenser pour moi-même parce que j'ai tendance à moins la dépenser fréquemment ou moi je préférais la dépenser plus tard dans nos économies de retraite par exemple, où c'est là que je vais vouloir en profiter, où je veux m'assurer d'avoir un niveau de confort assez important, mais que peut-être l'autre qui fait moins d'argent dépense plus de façon régulière ou fait des grands achats. On peut avoir l'impression que ben là, c'est moi qui fais plus d'argent, mais c'est toi qui la dépenses plus et moi, je vis ça négativement que finalement, moi, je ne peux pas autant en profiter parce que la manière qu'on dépense, qu'on économise n'est pas pareille. Donc, c'est pour ça que c'est super important dans une relation de discuter en fait de vos finances, de comment vous gérez l'argent, de comment vous voulez que ça soit géré, de vos insécurités aussi en arrière de ça, de qu'est-ce que ça vous fait vivre. C'est pas juste une question de « je veux que tu arrêtes de moins dépenser, je veux que tu économises plus » ou vice-versa. C'est de comprendre, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est quoi mon insécurité? C'est-tu en lien avec la liberté? Ne pas se sentir contraint par des ressources limitées? Le fait de vouloir se sentir en sécurité et prévoir un futur confortable? D'où vient notre historique aussi, comme je disais tantôt, pour mieux comprendre son partenaire? C'est certain que si on voit juste le comportement et on ne comprend pas la motivation ou l'intention en arrière ou la relation que la personne a, on va avoir une beaucoup moins bonne compréhension et on va plus s'acharner à changer l'autre plutôt que de vouloir comprendre et s'ajuster aussi à l'autre et ses émotions, sa relation et que l'autre fasse de même de son côté. Fait on veut davantage parler de soi pour ouvrir l'autre par la suite par rapport à tout ça
Et une fois qu'on a une meilleure compréhension, bien, des fois aussi, on a une meilleure réaction émotive quand ça se passe. Là, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de chicanes, etc. Mais est-ce que ça a un lien avec la sexualité? Absolument. La manière qu'on va gérer notre argent et comment qu'on a l'impression que l'autre gère leur argent ou notre argent va avoir un impact sur comment qu'on perçoit cette personne-là. Et ça peut faire en sorte que je vais avoir une bonne perception de toi, une perception que je peux admirer, ou au contraire, je peux avoir une perception de toi que je déplore, que j'aime pas, que je déteste même de la manière que tu gères ton argent ou comment tu me traites par rapport à comment je gère l'argent ou mon argent ou notre argent. Et donc, ça va faire en sorte que ces conflits-là, même s'ils ne sont pas nécessairement discutés ouvertement, vont peut-être changer le désir que je vais avoir dans la relation. Il peut aussi avoir un lien où ce que parfois la personne qui fait plus d'argent considère s'occuper en fait de la famille et s'attend à ce qu'on réponde aussi à leurs besoins sexuels ou affectifs ou autres parce qu'ils contribuent d'une certaine façon financièrement à la famille comme si ça leur était dû. Et ça, c'est une dynamique qu'on retrouve parfois plus au niveau des hommes parce que typiquement, je pense que je révèle absolument rien. Les hommes font typiquement plus d'argent dans les couples que les femmes, du moins dans les couples hétérosexuels. Donc, ce sont peut-être des enjeux qu'on va moins trouver ici au niveau des couples gays et lesbiennes, malgré qu'il peut certainement avoir aussi ces dynamiques-là où un partenaire ou une partenaire en fait beaucoup plus que l'autre, mais la disparité salariale selon les genres, elle se retrouve davantage chez les couples hétérosexuels. Et donc, je peux avoir l'impression que j'ai un fardeau aussi de m'occuper de la famille. Donc, il peut y avoir un grand stress aussi à ce niveau-là pour la personne qui fait plus d'argent, de maintenir le cap, en fait, de maintenir le statut de la famille, le confort, le niveau finalement de finances. Et des fois, on peut ressentir un certain ressentiment ou une certaine amertume à cet effet-là de moi, j'ai cette charge mentale-là, cette responsabilité-là que l'autre n'a pas ou qu'il ne partage pas ou que je ne leur partage pas. Et donc, cette charge émotive-là, elle est souvent sur le partenaire qui fait plus d'argent. Puis, on parle beaucoup de charge mentale dans les dernières années, par exemple, au niveau des femmes qui ont tendance à en avoir plus, au niveau des responsabilités familiales, au niveau des responsabilités de l'éducation des enfants, des repas, du ménage, etc. Mais il ne faut pas négliger non plus que cette charge-là, pour la personne qui a peut-être un plus gros salaire, qui travaille peut-être plus d'heures aussi, c'est souvent une charge mentale qu'on écarte, qu'on ne parle pas tant. Et donc, il ne faut pas oublier que ça existe. Puis je ne suis pas en train de dire que ça efface la charge mentale que les femmes se retrouvent typiquement plus avec à d'autres égards dans la famille, mais être le porteur ou le gagne-pain finalement de la famille, même si on n'est pas le seul gagne-pain, quand il y a une différence importante au niveau des finances, c'est une pression qu'on peut avoir de maintenir en fait aussi ce statu quo-là. Et que parfois les gens vont rester dans des travails qu'ils ne veulent pas pour justement s'assurer que la famille, eux, peuvent en bénéficier. Parfois, ce n'est pas nécessairement la raison pourquoi qu'on reste dans des travails, puis ça peut être tout simplement égoïste et pour soi-même, mais il ne faut pas non plus ignorer cette possibilité-là que parfois le partenaire qui fait plus d'argent a une pression à avoir à ce niveau-là, tout comme inverse, la personne qui fait moins d'argent peut avoir aussi une pression de vouloir compenser ailleurs, en fait, dans le couple ou la famille, parce qu'ils font moins d'argent, même s'ils travaillent autant, le fait qu'ils rapportent moins d'argent, des fois, il y a une charge mentale de « il faut que je compense ailleurs ». L'autre amène plus d'argent, nous permet une certaine liberté financière, puis moi, il faut que je compense ailleurs parce que je n'amène pas autant d'argent, malgré que peut-être je travaille autant d'heures et je suis autant épuisé que l'autre. Donc, il faut considérer la réalité des deux perspectives et arrêter juste de regarder notre nombril à nous autres, de comment moi je me sens et ma charge mentale par rapport aux finances et de bien regarder l'impact que ça peut avoir au niveau de l'argent. Vous allez écouter le podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. On se voit une prochaine fois.